Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde organisée par le Salon des Sports. Je m'appelle Simon Vert, je suis consultant chez Olbia Conseil et aujourd'hui on est ensemble pour une demi-heure pour échanger sur la thématique du sport à horizon 2030, 2040, 2050 et des adaptations qui sont nécessaires en matière de pratiques sportives et d'équipement face au dérèglement climatique. Pas mal de questions peuvent se poser sur ce sujet face à des constats qui touchent aujourd'hui déjà un certain nombre d'acteurs du mouvement sportif et plus largement du secteur sportif, que ce soit en termes d'adaptation, encore une fois, des équipements, d'évolution de la pratique, de résilience des organisations sportives. Pour répondre à toutes ces questions, trois intervenants aujourd'hui à mes côtés. Laure Batala, chef du bureau sport durable au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Vincent Debucher, directeur des sports à la ville de Bordeaux et membre du comité directeur de l'Andis, et Virgile Caillet, délégué général de l'Union Sport et Cycle. Avant de débuter, peut-être vous redonner quelques chiffres pour mesurer un petit peu l'impact de ce dérèglement climatique à terme sur la pratique sportive. La fondation WWF avait publié en 2021 une étude sur les impacts que pourrait avoir le réchauffement climatique sur la pratique sportive, en considérant qu'au-delà de 32 degrés, la pratique sportive peut être dangereuse pour les personnes qui la pratiquent. Les pratiquants pourraient perdre jusqu'à 2 mois de pratique dans un scénario à plus 4 degrés, donc une menace assez réelle et effective. Autre point qu'on peut aborder, sur lequel on pourra revenir, la moitié des salles sportives de pratique collective ont été construites avant 1987, ce qui pose des questions en matière de rénovation et d'adaptation à des contraintes de réchauffement et donc d'isolation. Pour débuter cette table ronde, Laure Batala, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques travaille actuellement sur un plan d'adaptation des pratiques sportives. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la manière dont il est construit et peut-être sur les lignes directrices de ce plan d'adaptation ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais peut-être prendre un peu de temps, plus comme il n'y a pas Audrey, je suis la caution féminine de cette table ronde, donc je vais peut-être un peu plus parler que vous. Donc l'objectif de ce plan, c'est de rassembler les principales mesures et recommandations qui vont nous permettre d'adapter la pratique à horizon 2030 pour pouvoir faire face donc à toutes ces conséquences du changement climatique. Pour rappel, c'est un travail qui s'inscrit dans une stratégie de long terme du ministère qui s'est emparé depuis plusieurs années de ces sujets d'enjeux climatiques et qui a déjà élaboré depuis 2006 plusieurs stratégies nationales d'atténuation. Et aujourd'hui, on est confronté à un nouvel enjeu puisque ces stratégies d'atténuation n'ont pas été suffisantes et donc on doit aujourd'hui envisager de s'adapter. On s'adapte, mais ces démarches d'adaptation, elles sont aussi anciennes, puisque la France, à un niveau interministériel, a déjà élaboré 2 stratégies d'adaptation depuis les années 90. La troisième est en cours d'élaboration. Et le PNAC Sport, alors PNAC, c'est le plan national d'adaptation des pratiques sportives au changement climatique, et le premier plan d'adaptation sectoriel. Il va se concentrer vraiment sur les questions d'adaptation de la pratique sportive et il a vocation à compléter du coup le plan intersectoriel qui devrait être publié d'ici la fin de l'année. Une adaptation de la pratique sportive, mais aussi faire en sorte que la pratique sportive, les lieux de pratique sportive participent aussi à la résilience de la société, à ces effets du changement climatique. Il va se fonder sur la trajectoire de réchauffement mondial qui a été définie par le gouvernement et qui a servi de base à la consultation publique qui vient de s'achever. Donc c'est plus 1,5 en 2030. Et en France, puisqu'en Europe, on a un réchauffement beaucoup plus important, la France, ce sera plus 2 degrés en 2030. Donc ce travail se fonde sur les résultats de plusieurs ateliers thématiques. On a rassemblé tous les acteurs du sport par pratique sportive, par lieu sportif, par collectivité territoriale. Enfin, on a vraiment essayé de rassembler tous les acteurs. On a construit plusieurs groupes thématiques. On a fait 2 séries d'ateliers. On a ouvert aussi une consultation publique pour pouvoir aussi solliciter les avis des citoyens et pour pouvoir couvrir le plus largement possible. En gros, ce plan, alors ça c'est le projet,
Vu qu'il est en cours d'arbitrage, je vais tout mettre au conditionnel, mais je vais vous donner à grosse maille. Il va se composer de 2 parties, un panorama qui va reprendre quelques chiffres que vous avez cités et dresser toutes les conséquences des effets du changement climatique par thématique disciplinaire et sportive, et en prenant en compte encore une fois les lieux, et une seconde partie de recommandations. Ces recommandations, on a tenté de les regrouper en 6 grands axes, 3 axes transversaux qui vont toucher tout ce qui a trait à la connaissance et à la recherche, parce qu'il faut aussi qu'on puisse identifier exactement ces conséquences et pouvoir les prendre en compte dans la décision politique en amont. Tout ce qui est vision partagée du sport aussi, les récits du sport, et bien évidemment sa gouvernance. Et enfin, 3 axes un peu plus pratico-pratiques qui vont concerner plutôt les pratiquants, les lieux, et puis bien évidemment la pratique sportive en elle-même et la nécessité potentiellement de la réorganiser tant sur ses calendriers, ses saisonnalités et même la façon de faire du sport. Et donc ces axes vont être déclinés en grands objectifs, eux-mêmes déclinés en mesures, et vont servir de base à un nouveau cycle de travail et de négociation avec tous les acteurs pour qu'on puisse les mettre en œuvre. Donc les travaux, là, ils sont en cours de relecture, d'arbitrage, ils vont être publiés prochainement. Et je vous invite, je vais faire de la pub, parce qu'il y a toute une partie sur les équipements sportifs et les infrastructures. Et il y a une conférence demain sur le sujet des équipements. Et cette thématique changement climatique sera notamment abordée pour faire de nos équipements un lieu de résilience de nos populations. Merci Laure. Vincent Debuchère, on le mentionnait, les enjeux autour des équipements sportifs et plus globalement des lieux de pratique sont très importants et concernent forcément les collectivités territoriales qui détiennent plus de 80% des équipements. En tant que collectivité, comment se projette sur l'adaptation des équipements sportifs et à quoi pourrait ressembler l'équipement de demain et son utilisation, si on se projette un petit peu dans une dimension prospective? Je confirme que le travail est en cours, il nous occupe tous les jours en tant que gestionnaire d'équipement. La première des stratégies, on le fait au sein du réseau Andis, c'était encore un des thèmes l'année dernière aux Journées d'études nationales, c'est déjà de tenir compte d'une réalité qui n'est pas 2050, c'est la réalité 2022-2023. Donc une crise sanitaire, des canicules rouges, qui maintenant on a l'habitude de gérer des périodes de canicules rouges estivales. On a un choc énergétique qui fait que nos factures ont doublé. Donc, obligation pour les propriétaires d'équipements et les collectivités de prendre en compte ces éléments-là. D'abord par des gestions extrêmement pratico-pratiques. On a vu comment avons-nous pu faire fonctionner nos équipements en période Covid. On fermait nos vestiaires. On avait des problèmes de circulation. Donc, comment on gère des couloirs dans des équipements où les gens ne peuvent plus se croiser. Donc on a des problèmes d'entrée et de sortie, on a des problèmes de zonage. Donc il faut impérativement qu'on puisse couper le chauffage dans le vestiaire et le laisser dans la grande salle. Donc c'est toutes des questions, des approches pratico-pratiques de segmentation, de sectorisation dans nos équipements actuels qui s'imposent à nous. Voilà. Après, la deuxième tendance sur nos équipements à nous, c'est clairement on débranche. On débranche les sèche-cheveux, on débranche le spa, on débranche certains équipements qui ne sont pas obligatoires et on baisse les températures. Donc le réseau Andis, on se tient forcément au courant. Là, on fait des enquêtes flash. La moyenne des équipements en France est à 14 degrés sur les gymnases l'année dernière. On devrait repartir cette année sur à peu près les mêmes chiffres. Bordeaux était à 12 degrés sur les gymnases l'année dernière. Et le maire de Bordeaux vient de revalider 12 degrés pour les gymnases cette année. Voilà. Donc c'est pour les gymnases, 16 degrés pour les grandes salles. Sincèrement, on pensait que ça allait vraiment grincer. Objectivement, nos clubs sont acteurs du changement climatique. Ça, c'est important. Gestion au quotidien. Après, sur nos grands projets, effectivement, quand on construit aujourd'hui, on met 10 ans pour construire. Donc on est déjà en quasiment 2030-2040. Donc on a effectivement 2 tendances. L'équipement au top, donc décret tertiaire, raccordement réseau de chaleur, photovoltaïque systématique, super isolation. Voilà, donc ça c'est une tendance sur certains équipements, mais qui aboutit à un résultat financier que nos adjoints en finance n'aiment pas. Donc avant on sortait un gymnase à 6-7 millions, maintenant à Bordeaux on en sort 2 à 12 millions l'année prochaine, alors qu'il n'y a absolument rien d'extraordinaire et nos finances publiques ne permettent plus de gérer
ces dépenses-là. Donc on est sur un deuxième champ qui est la création d'équipements hybrides. Alors des équipements, alors on a le playground extérieur, on a les préaux sportifs, et c'est vraiment une tendance de fond. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger à partir du moment où on met un gymnase à 12 degrés. Est-ce qu'on a encore besoin de dépenser 30% de notre budget pour l'isolation et le chauffage? Ou est-ce qu'on assume collectivement qu'il y aura un mois de fermeture? Et c'est vrai quand on pose la question, nous techniciens, au club sportif, est-ce que vous préférez 2 fois plus de surface, mais un mois de fermeture dans l'année? La réponse n'est pas si évidente. Et eux aussi sont prêts à accepter ces changements radicaux dans la façon d'imaginer nos équipements. Donc deux tendances, soit on les met au top, mais ça coûte une fortune et on n'a plus les moyens. Sinon, on est sur le service public essentiel, éducatif, sportif, sur l'événementiel. Par exemple, le basket 3-3, on sort une halle de niveau mondial avec la FFBB, sans vestiaire, sans sanitaire. Donc là aussi, il y a des fédés qui commencent à s'adapter, qui permettent d'organiser des pratiques en dehors des équipements traditionnels, malheureusement qu'on n'a plus forcément les moyens de se payer. Virgile Caillet, le préalable à l'action, c'est forcément d'avoir une prise de conscience. Est-ce qu'on peut considérer que cette prise de conscience, elle est effective dans le secteur sportif? Et si oui, comment les acteurs du loisir sportif marchand et plus globalement les acteurs sportifs marchands font pour prendre en compte cette nécessité? Alors, juste avant de répondre à cette question, peut-être un mot pour rappeler que ce que représente l'USC, donc l'Union Sport et Cycle, c'est une organisation patronale qui rassemble les entreprises du secteur marchand du sport. Donc à la fois des gens qui fabriquent des équipements sportifs, mais aussi des gens qui opèrent des salles de sport, ou alors les marques de sport, les distributeurs, le cycle et la mobilité active. Donc c'est tout ce panel d'entreprises. Et avant de répondre à la question, deux préalables. Le premier, je crois qu'il faut être extrêmement humble par rapport à ce sujet du dérèglement climatique. Malheureusement, on découvre tous les jours l'impact direct et indirect de ces sujets-là. Vincent l'a dit très justement, on se pose des questions auxquelles on n'avait jamais pensé auparavant, et on n'est pas forcément convaincu d'avoir la bonne réponse, d'où la nécessité d'avoir un plan, d'avoir des moments de réflexion et des réflexions partagées. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, dire aussi que entre les acteurs du sport et ce sujet climatique, c'est pas une nouveauté. D'un seul coup, les acteurs du sport se réveillent pas en disant « mince, que se passe-t-il autour de nous ?» Il y a quand même une relation privilégiée, une sensibilité particulière de tous les acteurs du sport économique, mais aussi bien entendu associatif et les collectivités, sur ce sujet du respect, de la protection de l'environnement, etc. Ensuite, pour ce qui concerne les entreprises, ce qu'il faut dire, c'est que au-delà de la conviction profonde des dirigeants d'entreprise de ce qu'il faut préserver notre environnement et notre terrain de jeu qu'est la nature, il y a quand même un sujet contraint puisqu'on a des lois de transition écologique qui s'imposent à nous. Vous avez entendu probablement parler de la loi climat. On évoquait le décret tertiaire, la zéro artification nette, le sujet des ombrières. Enfin, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui vont venir à la fois contraindre et apporter des débuts de réponse. Et puis on a la loi AGEC, anti-gaspillage et pour une économie circulaire, qui là aussi va provoquer des bouleversements dans la façon dont on va appréhender ce sujet du dérèglement climatique, de l'éco-responsabilité des acteurs des entreprises du sport. Donc il y a le sujet de l'éco-conception des produits, le sujet de la seconde main, tout ça va bouleverser plein de trucs. Pour ce qui concerne les équipements, je disais qu'il fallait être humble. Depuis 2 étés, on découvre quand même tout un tas d'impacts inattendus. Alors on dit la sécheresse. Alors, la sécheresse, ça pose un problème. Est-ce qu'il faut arroser, pas arroser? Est-ce qu'il faut remplir les piscines? Ça, c'est plein de questions. Mais, autre aspect, on a aussi des pluies diluviennes parfois. Et on n'a plus le droit au phytosanitaire. Donc ça veut dire que sécheresse, pluie, on arrive à des champignons, le temps de récupérer la pelouse, vous ne commencez pas les championnats avant septembre-octobre. Donc tout ça va imposer une réflexion profonde, et c'est ce que décrivait Vincent, c'est-à-dire qu'on se pose des questions aujourd'hui, mais vraiment qu'on n'avait pas du tout imaginé se poser. Donc prise de conscience, oui, il faut accepter qu'on n'ait pas les réponses tout de suite, mais en revanche, il faut absolument s'imposer de réfléchir collectivement à tout ce que ça va pouvoir engendrer. Et puis, encore une fois, on ne peut plus, il faut accepter ça, il faut entendre ça, on ne peut plus envisager la pratique sportive comme avant. Il va falloir qu'on fasse des concessions.
ou alors qu'on soit très créatif et imaginatif, et c'est ce que s'emploient à faire les entreprises, parce que les entreprises, elles sont habituées à remettre leur modèle en cause. Et donc, voilà. Donc, pour répondre à la question, prise de conscience, oui. Est-ce qu'on est au bout du chemin? Certainement pas. On débute simplement cette réflexion collective qui s'impose à nous. Si je peux apporter un mot, effectivement, le monde du sport n'a pas attendu pour se rendre compte de ces effets-là. Et je voulais juste aussi rappeler que le rôle aussi de l'État et du ministère que je représente ici, c'est justement de les accompagner, de les fédérer et d'avoir ces instances un peu de collaboration, de réflexion commune. Et c'est ce qu'on fait régulièrement au travers de groupes de travail pour la sortie des produits phytosanitaires aussi, par exemple sur la loi Labbé. Accompagner aussi les fédérations qui ont déjà fait beaucoup d'efforts sur la loi AGEC. Je pense par exemple à la Fédération française de tennis et la substitution des bouteilles plastiques distribuées aux joueurs. Donc il y a déjà des choses qui sont déjà faites, qu'il faut aujourd'hui encore améliorer et aller plus loin. Et c'est là que le ministère a tout son rôle à jouer en termes d'accompagnement, tant sur le secteur associatif fédéral que sur le secteur économique. Juste une illustration sur le caractère critique. Alors oui, on ne se posait pas ces questions-là, y compris nous, il y a 2 ans. On avait la chaleur, on n'avait pas l'eau. Et il y a un sujet qu'on n'a pas encore traité, c'est celui de l'air, qui va nous arriver dans quelques années. Bordeaux nous techniciens, on a creusé des puits pour arroser un terrain synthétique de hockey sur gazon qui est centre de préparation aux Jeux. On est à 6 mois des Jeux, on est candidat pour accueillir les athlètes olympiques. Je ne sais pas si je pourrais arroser le terrain synthétique hockey sur gazon centre de préparation aux Jeux au mois de mai, au mois de juin, avec des équipes internationales sur site. Donc oui, on se pose les questions. Il y a des arbitrages à prendre parce que politiquement, un maire ne peut pas interdire d'arroser les terrains, de remplir les piscines et d'arroser son jardin. Et dans le cadre des Jeux, d'autoriser l'arrosage d'un terrain synthétique d'hockey sur gazon. Donc il faut vraiment qu'on avance sur ces sujets-là tous ensemble. Clairement, on va le dire clair, c'est une grosse galère. Mais il faut vraiment qu'on s'en sorte, collectivité, mouvement sportif, partenaires économiques, pour sortir bien sûr, réussir les Jeux, accueillir au mieux les équipes, mais répondre concrètement. Moi, je ne sais pas comment va se dérouler le championnat au mois de mars à Bordeaux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'humilité, et c'est pour ça qu'il y a une prise de conscience, puisque maintenant on se pose les questions. Donc on n'a pas les réponses, mais c'est déjà une première étape, on se pose les questions. Et pour aller toujours dans la continuité de cette discussion, il y a un sujet, moi, qui me préoccupe vraiment, c'est le sujet des piscines. Il faut être vraiment réaliste et conscient, les piscines dans le modèle économique actuel, c'est mort, ça ne marche plus. C'est un gouffre financier, en termes d'énergie, on n'y arrivera pas. Donc il faut complètement revoir le modèle. Est-ce qu'on a trop de piscines? Est-ce qu'il faut être plus imaginatif, créatif, innovant sur le chauffage de l'eau, sur tout un tas d'éléments qui vont permettre de faire des économies d'énergie? Et puis au-delà des équipements, un autre impact aussi du dérèglement climatique, c'est que demain, il est probable qu'il y ait des terrains de jeu où on nous interdira l'accès. Sur Bordeaux, quand il y a eu les méga-feux, toutes les forêts, tous les parcs étaient interdits. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de pratiques qui vont être remises en question. Quand on aura le stress hydrique qu'on connaît sur certaines rivières, on ne pourra plus faire de canoë. Donc ça, c'est aussi, alors on s'éloigne un peu des équipements, pardon, mais c'est des conséquences de ce dérèglement climatique qu'il va falloir traiter dans son ensemble et pas uniquement petit bout par petit bout. On a posé pas mal d'éléments de constat là. Ce qui ressort, c'est qu'il y a une nécessité d'action. Un des leviers que peuvent employer les collectivités notamment, c'est de jouer sur les subventions, faisant évoluer potentiellement certains critères de subvention. Est-ce que, Vincent Dubuchère, à la mairie de Bordeaux, on a réfléchi, on a pensé des critères d'éco-conditionnalité et du coup le fait de conditionner certaines parties de subventions au fait de mettre des actions en faveur, de mettre en place des actions en faveur de l'environnement? La réponse est oui, et la deuxième réponse, c'est pas simple. Bien sûr que l'accompagnement des collectivités territoriales en direction du monde sportif doivent suivre certaines tendances et certaines priorités dans certaines limites. Les limites, c'est d'abord les limites budgétaires. Parce que tout ce qu'on met en plus sur le développement durable, c'est ce qu'on met en moins sur d'autres sujets. On a travaillé à Bordeaux, et je sais qu'il y a eu des réunions en 10 sur le sujet, sur les critères de subvention. À Bordeaux, les clubs acceptent 80-20. Donc c'est 80% sur la vie du club, ma mission première, et après 20% sur le projet. Mais 20% sur le projet, c'est 20%
sur l'égalité femmes-hommes, sur les violences, sur le sport handi, sur le sport santé, sur l'éco-conditionnalité. Si on divise ces 20% par, en tout cas à Bordeaux, les 6 critères prioritaires, il ne reste pas grand-chose. Donc là aussi, on est obligé de faire des choix. Et c'est vrai qu'on bénéficie sur ce sujet-là de la transversalité des politiques publiques. Par exemple, à Bordeaux, au mois de décembre, on a 100 000 euros sur des projets portés par les clubs sportifs en lien avec l'éco-conditionnalité, mais qui viennent d'un budget qui n'est pas celui des sports, qui viennent du budget de la transition écologique, qui voit dans le mouvement sportif des acteurs extraordinaires pour porter le message et pour faire évoluer les pratiques, les mentalités des citoyens. Donc il y a du travail dans la culture, il y a du travail dans les sports. Et à Bordeaux, en tout cas, on est les premiers. On est très content que les sports aient été les premiers choisis pour bénéficier des budgets d'autres politiques publiques pour ces sujets-là. Donc on a 10 projets, on a des clubs qui arrêtent l'entraînement et qui font la frise du climat pendant une journée pour tous les adhérents, la famille, le quartier. On a des gens qui étaient déjà à ramasser un club d'aviron qui faisait déjà une journée tri des déchets, mais ils se sont aperçus qu'ils ramassaient les déchets, mais ils ne savaient pas trop ce qui se passait derrière. Donc là, ils vont suivre la filière, réutiliser tout ce qu'ils ramassent. Voilà, énormément d'idées, et force est de constater que le mouvement sportif, il est impliqué et il est extrêmement moteur. Encore faut-il leur donner des éléments d'éclairage. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, on vient de sortir, c'est pas encore officiel, mais le bilan carbone d'abord de la direction des sports, et on a été obligé d'élargir au mouvement sportif. Donc le bilan carbone du sport bordelais se chiffre en dizaines de milliers de tonnes de CO2 par an. Et le chiffre qu'on connaît à peu près, c'est que 65% n'est pas dans la main de la collectivité, mais elle est dans la main des clubs sur les déplacements, l'organisation des compétitions, la buvette, l'alimentation. Et là, on a vraiment besoin de réinventer les championnats, arrêter les matchs sur terrain neutre, arrêter la patinoire au mois d'août parce que c'est 5 000 € d'énergie la semaine. On a vraiment besoin de réinventer avec le mouvement sportif. Et là, le monde fédéral, une organisation sportive en plateau, des expériences qui existent déjà, mais qui doivent vraiment être généralisées. Laure Batalla, au niveau du ministère, est-ce que cette question de l'éco-conditionnalité, elle est intégrée, elle est prise en compte, et notamment au niveau des événements, comme Vincent Debuchard le mentionnait, les événements sont une source assez importante de pollution, en tout cas produisent une empreinte environnementale assez importante. Est-ce que c'est des questions qui sont intégrées notamment dans le subventionnement des événements ? Alors, on l'a intégré, mais pour les événements subventionnés par l'État, donc les GESI, puisque désormais, sur ces grands événements sportifs internationaux, ils ont l'obligation de signer la charte des 15 engagements éco-responsables des organisateurs d'événements sportifs, charte que le ministère a élaborée en 2017 avec WWF France et qu'on a rénovée en 2021. Donc ils ont l'obligation de signer cette charte et bien évidemment de la mettre en œuvre et de nous prouver qu'ils l'ont mis en œuvre avec un petit rapport sur les actions entreprises et les résultats obtenus. L'éco-conditionnalité, c'est une bonne idée. Après, ce n'est pas à l'État de la rendre obligatoire et surtout pas auprès des collectivités territoriales qui sont souveraines dans ces choix-là. En revanche, on a peut-être tout un travail à mener en termes de persuasion et d'accompagnement. Et là, on retrouve notre rôle sur justement la prise en compte de cette éco-conditionnalité et du coup de pouvoir motiver, lancer les organisateurs sur ce sujet-là. Et notre charte, elle est un bon outil puisqu'elle permet de construire une démarche. Elle couvre les 3 piliers du développement durable, puisque le développement durable, ce n'est pas que la transition écologique, ce sont aussi les piliers social et sociétal. Donc on retrouve dans ces thématiques l'égalité homme-femme, enfin l'égalité des genres, on retrouve la lutte contre la discrimination, on retrouve l'inclusion et notamment le parasport. Donc ça couvre tous ces piliers-là. Le développement durable, c'est pas que la transition écologique. La transition écologique, c'est pas que l'empreinte carbone. Il y a aussi la préservation de la biodiversité. Il y a aussi la préservation de nos ressources en eau. Et il y a aussi le respect de chacun, de pouvoir gérer les conflits d'usage. Virgile l'évoquait tout à l'heure. Et là, l'État a son rôle à jouer d'accompagnement. Et peut-être aussi de promouvoir des outils qui peuvent aider les organisateurs d'événements et pas que, tous les pratiquants, tous les clubs. Alors sur les événements, on a lancé l'outil Coach Climat Événement qui permet de pouvoir évaluer l'empreinte carbone d'un événement et de détecter des pistes pour la réduire et d'avoir aussi du coup un état des lieux et un plan d'action et une marge de progression.
On a des outils d'aide à la décision sur justement les sports de nature. On a Outdoor Vision qui permet de tracer, de faire des flux de traces GPS, identifier les itinéraires les plus empruntés, voir lesquels il faut équiper, lesquels il faut désengorger et les autres qu'il faut pouvoir peut-être promouvoir. Donc on a tout un tas d'outils pour accompagner les organisateurs. Et plutôt que parler d'une éco-conditionnalité, peut-être plutôt parler de majoration de subventions pour lui donner un angle un peu positif et récompenser ces efforts et ces actions qui sont faites en faveur de l'environnement et du développement durable. Virgile, le thème de la table ronde, donc, c'est le sport à horizon 2030, 2040, 2050. Est-ce qu'on arrive à distinguer des grandes tendances en lien avec le réchauffement climatique qui devraient remodeler ou en tout cas faire évoluer les pratiques et les lieux de pratique? Ouais, alors, on peut faire un peu de politique sportive fiction, c'est amusant, ça coûte pas cher pour le moment, mais ça oblige à se bouger les neurones et à se poser quelques questions. Moi, j'ai envie d'être optimiste. J'ai envie d'être optimiste sur l'avenir parce que il y a un certain nombre d'indicateurs qui nous laissent à penser aujourd'hui que le sport va s'inscrire durablement dans le quotidien des Français. Donc, de ce point de vue-là, on peut être optimiste, mais comme le disait Laure et comme le suggérait Vincent, il va falloir qu'on soit courageux. Il va falloir qu'on soit courageux parce qu'on va prendre des décisions qui vont être assez radicales sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Dans le modèle sportif, dans la composition de nos équipements, les formats de nos compétitions, etc. Donc évidemment, ça fait un petit peu peur, mais on aura réussi les Jeux sous l'impulsion d'une ministre hyper engagée, d'un grand projet, de la grande cause nationale, etc. Donc on aura réussi les Jeux. En plus, politiquement, on aura été cohérent parce qu'on aura appliqué une TVA à taux réduit sur la pratique sportive, ce qui est quand même un petit peu l'évidence, et pas privilégier les activités statiques. Et donc voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil. Mais grâce aux Jeux, grâce à la prise de conscience collective sur les enjeux de santé publique, on aura des Français actifs. Mais on ne pourra pas s'exonérer des évolutions de la société. Une société qui se digitalise, une société qui s'individualise, une société qui va plutôt vers des pratiques autonomes, pas forcément encadrées ou en tout cas fédérées. Donc ça, il faut l'accepter, c'est l'évolution. Et puis un dérèglement climatique qui va s'imposer de plus en plus au sport. Je crains, mais je ne suis pas climatologue, qu'on n'ait pas encore tout vu en matière de dérèglement climatique. Voilà. Donc là, sur Paris, ça fait un mois qu'il pleut. Je ne sais pas si vous avez la chance. Alors à Bordeaux, effectivement, on peut mettre les gymnases à 12 parce qu'il fait beau. Mais ici, c'est un peu compliqué parfois. Donc pour ceux qui veulent faire du vélo, pour ceux qui veulent faire un certain nombre d'activités extérieures, probablement qu'il va falloir aussi avoir des pratiques alternatives. On a goûté, je ne sais pas si c'est le bon terme, on a découvert une autre façon de consommer le sport avec la crise sanitaire pendant 2 ans où il a fallu être très créatif. Peut-être qu'il va falloir ressortir des cartons certaines choses qu'on a vécues dans un avenir plus ou moins proche. S'agissant des équipements, moi je pense qu'on va être plus responsable et plus rapidement parce que ça a déjà été dit, il y a déjà pas mal de réflexions qui sont menées sur les matériaux, sur la recyclabilité du matériau, sur la probable nécessité de couvrir tout un tas d'équipements de proximité ou en accès libre. Couvrir parce que soit il fait trop chaud, soit il pleut. Donc il faut avoir une accessibilité à ces équipements. Et puis en termes d'innovation, Laure évoquait cette notion d'inclusion, donc une innovation sociale. Aujourd'hui, sur un certain nombre d'équipements, c'est genré. Si vous êtes parasportif ou si vous êtes une femme, il y a certains équipements, ce n'est pas pour vous. Donc il va falloir aussi qu'on soit créatif et ouvert sur ces sujets-là. Et pour conclure, d'un point de vue prospectif, c'est peut-être un peu douloureux, mais il faut l'accepter, il y aura une sélection naturelle, ça va être assez darwinien. Ceux qui sauront s'adapter et avec une offre qui intégrera ces dimensions-là vont résister, vont se développer. Et puis il y a un certain nombre d'acteurs. Ce n'est pas forcément des associations, ça peut être aussi des entreprises, mais en gros, les acteurs qui ne sauront pas se réinventer, qui ne sauront pas s'adapter à ces nouveaux enjeux et à ces nouvelles attentes de la population et du dérèglement climatique, ils risquent de disparaître. Juste pour justement aussi pouvoir s'adapter, il faut aussi que tout le monde fasse des efforts, les pratiquants, les citoyens, et on a aussi un enjeu sur, alors j'ai déjà dit hier dans notre conférence, mais on a des enjeux sur les récits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on accepte, nous, en tant que spectateurs du sport,
de ne pas avoir des terrains de foot tout verts. Alors je sais que la qualité de la pelouse a des impacts sur la performance, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin que ce que je viens de dire, mais je sais qu'il n'y a pas que l'esthétique, mais il y a l'esthétique aussi qui compte. On n'est pas obligé d'avoir des golfs tout verts, ce n'est pas le cas. Voilà, donc on a aussi ces enjeux de récit, qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on attend et qu'est-ce qu'on vend comme image, toujours pour pouvoir continuer à faire du sport et en conserver tous les bienfaits pour notre société. En termes de prospective, la réalité, on est optimiste. Un, parce qu'on n'a pas le choix, objectivement. Voilà. Deux, parce qu'on vit une année 2024. Si on n'en profite pas des Jeux pour lancer une nouvelle dynamique, on ne le fera jamais. Donc il faut vraiment surfer sur ces Jeux pour lancer la dynamique. La réalité terrain, c'est qu'on a un mouvement sportif qui est super motivé. Là, à Bordeaux, l'année 1, on fait moins 22,5% de consommation d'énergie en année 1, sans douleur. Alors, sans douleur, on a changé des habitudes. Rien qu'en année 1, on fait moins 22%. Alors certes, il y a 7,5% qui sont dus au réchauffement climatique et à un hiver doux, mais on a quand même 15% parce que le club de GR nous a appelés en disant « mais moi, les filles, elles se changent que dans un vestiaire, donc les 2 autres, tu peux les fermer, couper le chauffage ». Voilà, il y a plein d'idées, il y a plein de manières de réussir. Et quand on se lance, nous, sur le terrain, on voit les résultats. Alors, ça fait bizarre de dire, il n'y a pas de sèche-cheveux dans la piscine en été, le spa, il est fermé, vous allez dehors. Il n'y a pas de patinoire l'été parce que ça coûte trop cher. Mais sincèrement, les résultats, c'est 22% d'énergie en moins en année 1. Et ça permet d'être vraiment optimiste. Merci à tous les trois pour ces éclairages et pour vos interventions. On arrive au bout de cette table ronde. On n'aura malheureusement pas le temps de vous laisser poser vos questions, donc je vous invite à le faire directement aux 3 intervenants qui sont à mes côtés si vous le souhaitez. Et merci à tous pour votre présence.